Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au TP du jeudi 7 mai. Donc au cours de cette séance, nous allons reprendre l'aspirine synthétisée juste avant les vacances pour déterminer le rendement de cette synthèse, et donc dans un premier temps, et puis ensuite faire une partie analyse pour s'assurer que ce qu'on a synthétisé était bien de l'aspirine. Dans un deuxième temps, on séparera les constituants d'un mélange liquide en effectuant une distillation fractionnée. Donc des documents qui vous redonnent l'équation de la réaction de l'aspirine, les données physico-chimiques des réactifs et des produits. Alors là, donc la première étape, il s'agit de déterminer la masse de l'aspirine que vous aviez synthétisée. Bon là, je vous la donne directement puisque forcément vous ne pouvez pas faire cette partie ici. Pour déterminer la quantité de matière d'acide salicylique introduite dans l'Erlenmeyer, au TP de juste avant les vacances, eh bien on avait la masse d'acide salicylique introduite, c'était 3 grammes. Donc la masse molaire est redonnée dans le tableau de données, ici 138,1 grammes par mol. On avait déterminé que l'acide salicylique était le réactif limitant. Donc on calcule sa quantité de matière en effectuant la relation petit m sur grand M. On obtient 2,210-2 mol. En déduire la quantité de matière d'aspirine attendue, expliquez votre démarche. Et bien alors là, il y a deux possibilités. Soit on fait le tableau d'avancement avec les quantités de matière d'anhydride éthanoïque et d'acide salicylique. On trouve le réactif limitant et puis on en déduit la quantité de matière X max d'aspirine ou acide acétylsalicylique formé. Ou alors on raisonne à partir de l'équation, on voit que un acide salicylique va réagir avec un anhydride éthanoïque pour former un aspirine et un acide éthanoïque, ce qui veut dire que la quantité de matière d'aspirine formée correspondra à la quantité de matière du réactif limitant consommé. Donc le réactif limitant étant l'acide salicylique, et on a calculé la quantité de matière d'acide salicylique, 2,210-2 mol. Étant donné que les nombres stoichiométriques sont tous égaux à 1 ici, aussi bien pour les réactifs que pour les produits, on voit que un réactif consommé donne un produit formé. Donc là, 2,210-2 mol de réactif limitant consommé va nous fournir 2,210-2 mol de produits comme l'aspirine ou l'acide éthanoïque. Donc ici, nous, pour l'aspirine, c'est ce qu'on souhaitait obtenir. Donc 2,210-2 mol d'aspirine, c'est ce qu'on espère obtenir si la réaction est totale et qu'on n'a aucune perte. Donc ensuite, pour calculer le rendement, eh bien c'est la quantité de matière d'aspirine obtenue sur la quantité de matière d'aspirine maximale attendue. On a cette quantité de matière d'aspirine attendue, 2,210-2 mol. Pour avoir la quantité de matière d'aspirine obtenue, eh bien on va faire petit m, 2,3 g, c'est la masse d'aspirine obtenue, sur grand M, la masse molaire de l'aspirine, 180,2 g par mol, ou gramme mol moins 1. Et donc on obtient la quantité de matière d'aspirine obtenue, divisé par 2,210-2 mol, qui est la quantité de matière d'aspirine attendue. Là, je vous montre directement le corrigé. Donc on a obtenu 1,310-2 mol et on espérait 2,210-2 mol, ce qui nous fait un rendement de 0,59, soit 59%. Donc le rendement ne vaut pas 1, parce que les différentes étapes de la synthèse font qu'on a perdu du produit à ces différentes étapes. Donc on a fait une première filtration, puis une recristallisation, puis une seconde filtration. Donc ce qui fait qu'on n'obtient pas un rendement de 100%. Alors la deuxième étape de cette partie, c'est une analyse pour vérifier que l'aspirine obtenue était bien de l'aspirine. Donc pour ça, on va faire une chromatographie sur couche mince. On vous demandait de compléter le schéma, de le légender. Donc ici on a la cuve à chromatographie, là la ligne de dépôt, ici l'éluant, la plaque de chromatographie et la ligne de front. Les dépôts à effectuer pour répondre au problème, donc l'aspirine synthétisée est-elle pure ou contient-elle encore de l'acide salicylique? Donc on va effectuer 3 dépôts. On va évidemment déposer notre aspirine TP, on va l'appeler comme ça, c'est l'aspirine qu'on a synthétisée au TP avant les vacances. Ensuite on va faire un dépôt d'aspirine pure et un dépôt d'acide salicylique pour vérifier qu'on a éliminé tout l'acide salicylique. Donc 3 dépôts ici. Donc là,
on prépare donc la plaque. Donc alors il y avait un petit rappel sur la méthode ici qui a été présentée lors du cours de mardi dernier, et puis sur l'analyse ici. Donc bon, ça c'est à bien connaître, hein, le principe de la chromatographie. Donc là, une fois que la plaque est préparée, qu'on a fait donc nos dépôts, on le met dans la cuve, on la met dans la cuve plutôt, la cuve contenant déjà l'éluant. On attend que l'éluant arrive jusqu'à 1 cm du haut, on sort la plaque avec la pince fine, dans l'intervalle on n'a pas bougé la cuve, on la sèche en l'agitant, et puis ensuite on passe à la révélation, soit à la lampe UV, soit au permanganate de potassium. Et là, en principe, on obtenait pour ce dépôt d'aspirine 2 taches, pour l'aspirine pure 1 tache, et pour l'acide salicylique 1 tache. Donc l'aspirine synthétisée n'était pas pure, puisqu'on avait 2 taches, et on observait que donc ça c'était l'analyse verticale, par contre l'aspirine pure et l'acide salicylique pur ne donnaient qu'une tache, forcément, puisque les espèces étaient pures. On observait en horizontal que chacune des 2 taches de l'aspirine du TP était en face d'une autre tache, donc une tache de l'aspirine du TP était en face de l'acide salicylique et une tache de l'aspirine du TP était en face de l'aspirine. Donc notre aspirine synthétisée lors de la séance de TP n'était pas pure et contenait encore de l'acide salicylique, mais elle contenait aussi de l'aspirine. Alors, deuxième partie du TP, il s'agissait de vérifier si un vin blanc était frelaté ou pas. Donc s'il contenait ou pas du méthanol. Donc là vous aviez des articles de presse qui vous décrivaient les dangers de l'alcool frelaté, qui conduit à de nombreux morts tous les ans. Donc là on mettait du vin blanc dans un ballon, quelques grains de pierre ponce. Alors la pierre ponce ça sert à réguler l'ébullition dès qu'on fait un chauffage, que ce soit un chauffage à reflux, donc un chauffage à liquide, un chauffage à reflux ou un montage d'hydrodistillation, on met de la pierre ponce pour réguler l'ébullition, pour que l'ébullition soit bien régulière partout, que la température soit uniforme dans tout le ballon. Là, donc une information que je vous donnais ici en raison du TP confiné, c'est que on observe que les premières gouttes de liquide sont récupérées à une température environ égale à 75 degrés Celsius. Donc, ce qu'on a donc dans un vin blanc, c'est en principe de l'eau et de l'éthanol. Bon, quelques autres espèces, le colorant, les arômes, etc. Mais bon, c'est principalement de l'eau et de l'éthanol. Et donc, s'il est frelaté, on aura en plus du méthanol. Donc comme on n'a aucune goutte de liquide qui tombe avant environ 75 degrés Celsius, ça veut dire que on n'a pas eu de palier à 65 degrés Celsius. Donc on n'a pas distillé de méthanol. Si on n'a pas distillé de méthanol, ça signifie que que notre vin blanc ne contient que de l'eau et de l'éthanol, pas de méthanol, donc il n'est pas frelaté au méthanol. Et donc ce que vous aviez à faire aussi, donc là on vous rappelait le principe de la distillation fractionnée, qui est également à connaître, et vous deviez compléter le montage, donc en 1 le thermomètre, en 2 le réfrigérant droit, en 3 l'éprouvette graduée, qui peut être remplacée par un Erlenmeyer, en 4 la colonne à distiller ou colonne de Vigreux, en 5 le ballon, en 6 le chauffe-ballon et en 7 le support élévateur que vous retrouvez aussi dans un montage de chauffage à reflux. C'est un élément de sécurité. Si la réaction s'emballe, le premier réflexe c'est de débrancher, et c'est un réflexe normal, mais le chauffe-ballon va rester chaud, hein. C'est comme un radiateur électrique, quand vous le coupez il reste chaud un moment. Donc en fait le vrai bon réflexe à avoir, c'est pas de débrancher tout de suite, c'est d'abord de baisser le support élévateur et donc le chauffe-ballon est posé sur ce support élévateur. En baissant le support élévateur, on va désolidariser le ballon du chauffe-ballon, donc on n'aura plus de chauffage puisqu'on n'aura plus de contact entre le ballon et le chauffe-ballon, et donc la réaction va se stopper d'elle-même, et ensuite évidemment on débranche. Voilà pour ce TP. Bonne journée et bon courage, à bientôt.